La démocratie ne se décrète pas, elle se construit. C'est qu'il n'y a pas d'alternative à Tshisekedi dans la classe politique actuelle pour que nous mettons en place un contrat social qui nous amène à une démocratie. Donc ce que je propose, Président, c'est que nous gardons un pouvoir pendant 20 ans pour reconstruire le pays. Et si vous lui donnez 20 ans, qu'est-ce qu'on fait de la Constitution en vigueur? Bon, je vais vous dire une chose, cette Constitution ne vous concerne pas. Parlement des étudiants. Et si l'université venait enfin à vous? Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille. Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne, échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions ou plus d'informations. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités et chers collègues, la plénière est ouverte. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir situation politique et sécuritaire, quel avenir pour la démocratie en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous recevons pour la première fois dans ces temples du débat républicain M. Nicolas Diaoya Mbosso, qui est président ad interim du parti et de la formation politique cher au patriarche Mbosso, RCD, c'est ça? CRD. Voilà, les partis CRD, il est le président AI. Avec lui, nous allons échanger sur cette thématique, situation politique et sécuritaire en RDC. Quel avenir pour la démocratie en République démocratique du Congo? Sans plus tarder, Monsieur le Président AI, vous avez la parole pour votre allocution introductive. 10 minutes à ce sujet. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président du Parlement des étudiants. D'abord, je suis très heureux d'être devant vous ici ce matin pour développer ce thème qui nous tient tous à cœur et qui nous concerne au plus haut point. Je me souviens, le jour où j'ai entendu parler de la démocratie, c'est dans les années 90. Ces mots magiques étaient sur toutes les lèvres et dans toutes les bouches à travers toute l'Afrique subsaharienne. Il résonnait comme une promesse, comme un chant d'espoir pour le peuple d'Afrique. Un nouveau matin, après tant d'années de tyrannie et de dictature en Afrique. C'était un moment d'euphorie collective, mais un véritable conte de fées aussi. Nous imaginons déjà une Afrique enfin libérée. Une Afrique où le peuple allait enfin prendre sa destinée en main. Nous scandions le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous pensions sincèrement que l'Afrique allait rejoindre le concert des nations libres, à l'image des démocraties occidentales. Nous rêvions d'alternance politique pacifique, de justice, de prospérité et de dignité. Mais le réveil fut fort brutal pour nous. Aujourd'hui, avec un peu de recul, il est douloureux de constater à quel point nous avons été naïfs. Naïfs pourquoi? Nous avons cru, dans les années 90, que la démocratie
tomberait du ciel. Nous avons cru que les élections suffiraient à elles seules à changer les choses. Nous avons aussi cru que les puissances étrangères, nos amis de tous les jours, nous apporteraient la démocratie par charité. Président, honorable président, avant d'entamer le développement de ma thèse, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer respectueusement. Je salue le président du Parlement des étudiants, ainsi que les honorables membres de son bureau. Je vous salue également, vous, honorables parlementaires étudiants, dont la présence témoigne de votre engagement pour la chose publique. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment précis et qui, par leur attention, donnent à nos échanges une portée citoyenne. Je salue enfin le peuple congolais, où qu'il se trouve, dans sa diversité et dans son unité. Lui qui est à la fois l'objet du sujet et le juge de notre réflexion. Il vous reste 6 minutes. Alors, Président, je vais entamer ma thèse. Président, nous avons cru que le pouvoir du peuple pour le peuple nous était facilement acquise. Qu'est-ce que le pouvoir? Bon, laissez-moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais je vais aller vite. Qu'est-ce que le pouvoir du peuple pour le peuple? Pardon, par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir du peuple veut dire que tout pouvoir émane du peuple. Donc le peuple est la source primaire du pouvoir. Sans le peuple, vous n'avez pas le pouvoir. Par le peuple, c'est-à-dire que le peuple doit avoir la capacité plutôt d'exercer lui-même ses pouvoirs. Pour le peuple, pour son bénéfice, pour le bien-être général du peuple congolais. Mais nous vivons des années où la démocratie a laissé place à ce que j'appelle aujourd'hui l'accordocratie. C'est-à-dire que les accords, les dialogues s'imposent comme des lois supérieures à la Constitution et à la volonté du peuple. Or, comme nous avons défini la démocratie, c'est un pouvoir d'abord du peuple, par lui et pour lui. Mais nous constatons, avec beaucoup d'égarements et de soucis et même de questionnements, si cette définition est encore valable pour le Congo d'aujourd'hui. Sommes-nous encore un pays démocratique? Ou est-ce que nous avons déjà perdu le combat pour la démocratie? Monsieur le Président, pour le reste, je peux m'arrêter là parce que j'ai plus beaucoup de minutes. Sinon, Parfait. je peux aller plus loin. Je vais vous faire une première relance. Vous semblez vous attaquer à la démocratie. Vous dites qu'on s'est trompé, qu'on a cru, mais notre rêve au réveil était brutal. Qu'est-ce que vous proposez comme panacée au système démocratique que vous décriez? Bon, alors, comme la démocratie est un système qui doit obligatoirement passer par les peuples, il faut d'abord que les peuples soient prêts à pouvoir assumer son rôle de pouvoir, de source de pouvoir. Tant que le peuple n'aura pas compris son rôle en tant que pouvoir originaire dans la démocratie, eh ben, nous aurons un problème d'accéder à ces régimes qu'on a tant rêvé, qui nous a donné tant d'espoir. Alors, ce que j'ai dit, c'est que il faut qu'il y ait les conditions sociales nécessaires pour que le peuple accède à la connaissance et à la maîtrise de sa souveraineté, ainsi à imprimer une réelle démocratie.
tant que le peuple n'aura pas le pouvoir, eh bien, la démocratie sera un rêve qu'on n'atteindra jamais. Mais qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on reste dans la démocratie, on l'améliore, ou vous avez un autre système que vous proposez? De mon point de vue, il faudrait refaire un nouveau contrat social. Repenser peut-être la démocratie différée. Différer la démocratie, j'ai dit cela pour dire que la démocratie peut être reportée dans le temps, tout en nous mettant d'accord sur certains principes de base. C'est-à-dire que nous pouvons d'abord accepter qu'on mette en place les conditions nécessaires pour accéder à préparer le terrain pour la démocratie. Ce que j'ai dit, c'est ceci. Nous pouvons accepter qu'il y ait en place un gouvernement qui nous donne de l'espoir, un gouvernement qui peut rester avec qui nous avons signé un contrat pour un projet à long terme, 10 ans, 20 ans, pour la construction par exemple des villes que nous n'avons pas, parce qu'une démocratie sans ville, eh ben, il n'y a pas possibilité de mettre en place une démocratie s'il n'y a pas de villes. Donc nous devons commencer par construire des villes, développer des villes un peu partout autour du pays, dans toutes les provinces. Il faut qu'il y ait des villes, il faut qu'il y ait des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, des universités, pour amener le peuple à la connaissance. Sans cela, la démocratie restera juste un discours. Nous l'avons vécu depuis 60. D'ailleurs, j'y vais trop loin. Depuis 90, nous avons vu que la démocratie que nous avons espérée n'est pas arrivée. Nous sommes passés de démocratie à des accords. Or, comme j'ai bien dit, la démocratie est un système qui passe par les peuples. Sans le peuple, il n'y a pas de démocratie. Donc, ce que je propose, Président, c'est que nous réfléchissions ensemble. Ma proposition est celle-ci, clairement. C'est que nous gardons un pouvoir pendant 20 ans pour reconstruire le pays. Alors, dites-nous, ce pouvoir-là sera un pouvoir démocratique, s'il vous plaît, un pouvoir démocratique ou un pouvoir d'une royauté? Bon, à dire vrai, hein, l'Europe n'est pas encore une démocratie comme on le croit. Avant l'avènement de la démocratie en Europe, il y a eu les dynasties royales. Ce sont les rois qui ont préparé les chemins pour l'avènement de la démocratie. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez en RDC en ce moment, en plein 21e siècle? Je vais vous dire une chose. Oui. Vous savez, tant qu'on ne réfléchit pas clairement sur cette question de démocratie, nous allons rester plus de siècles à tourner en rond. Je vais dire ceci. C'est quoi la démocratie? Oui, écoutez très bien. Nous avons défini la démocratie. Il faut comprendre cette définition parce que cette définition contient en elle des subtilités parfois qu'on néglige. Quand on dit les pouvoirs du peuple, c'est-à-dire que le peuple est source de tout pouvoir, Alors, des accords qu'on signe à gauche et à droite par les élites politiques n'est pas l'assentiment du peuple déjà. C'est un problème. Ça, c'est le premier problème que j'ai remarqué. Alors, un autre problème que j'ai remarqué, c'est celui-ci. Le peuple n'est pas encore prêt à la démocratie. Nous pouvons tout dire, nous pouvons discuter pendant longtemps. Le peuple n'est pas prêt à la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie est un système qui, à son sein, impose une certaine rigueur et aussi un certain savoir. C'est-à-dire que le peuple qui ne sait pas lire un texte, déchiffrer un texte, est un peuple qui ne pourra pas être démocrate. Il faut savoir lire les textes. Vous êtes étudiant, vous, ok. Mais la majorité des Congolais ne maîtrisent pas les textes constitutionnels. Ça, c'est un deuxième point. Pour le peuple, à quel moment le peuple congolais a bénéficié
de tous les accords et même de la démocratie en tant que système depuis 90. Ce sont les questions que je vous laisse, je laisse à votre disposition. Parfait. Je veux revenir sur votre proposition d'un gouvernement qui dure 20 ans. Oui. Qui est président de la République pendant cette période? Mais on peut garder Tshisekedi pendant 20 ans. Monsieur Nicolas Mbosso, vous proposez que Félix Tshisekedi reste au pouvoir 20 ans dans un nouveau contrat social pour développer les sociales. C'est exactement ça? Vous savez, je viens de dire ici, je reviens encore sur la question de la démocratie et de sa définition en soi. Oui, ne vous énervez pas. C'est la science, non? Vous allez poser les questions, n'est-ce pas? Nous allons nous poser les questions, nous allons discuter. Je suis venu pour ça. Vous êtes la crème de la crème. Vous êtes l'université. Allez-y, 20 ans, Félix Tshisekedi au pouvoir. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela? Il n'y a pas d'alternative à Tshisekedi pour l'instant. Pourquoi je dis cela? Nous avons vécu plus ou moins 30 ans de guerre à l'est du pays. Et ces 30 ans de guerre, cette crise à l'est sécuritaire, menace la stabilité et l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, la démocratie est devenue une accordocratie. N'est-ce pas? Nous vivons des accords. L'accord de Sun City a mis en place la constitution de 2006. Est-ce que vous avez participé à l'accord de Sun City? Parce que tout pouvoir émane du peuple. À quel moment vous avez interagi pour pouvoir accepter ces accords? S'il vous plaît, je voudrais qu'on évolue. On était sur le fait que vous dites il n'y a pas d'alternative à Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'en fait, dans la configuration actuelle des événements, ok, et de la situation de la crise, la situation de la crise sécuritaire à l'Est et de la configuration politique actuelle, on sent que la seule personne, qui se bat pour que le pays reste et qui nous donne confiance, vouloir ou pas, et qui a un projet, qui essaye de mettre en place un projet, c'est le président Félix. Et si vous lui donnez 20 ans, qu'est-ce qu'on fait de la constitution en vigueur? Bon, je vais vous dire une chose, cette constitution ne vous concerne pas. Ne nous concerne pas, nous. Oui, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je peux prendre la constitution congolaise. Est-ce qu'on peut laisser l'invité répondre aux questions, s'il vous plaît? Dites-moi, citez-moi un article. S'il vous plaît, monsieur Nicolas, on va y aller doucement. Oui. Vous dites, cette constitution ne nous concerne pas. Comment? Voilà, ce que je disais, c'est ce que je disais au départ. Il faudrait que les intellectuels congolais deviennent un peu plus sérieux. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Cette constitution ne nous concerne pas. Depuis 60, les Congolais n'ont jamais écrit une constitution. Depuis 60, nous n'avons jamais eu le temps, nous les Congolais, d'avoir le temps de nous asseoir et de réfléchir. Dites-moi, quelle université au Congo a eu le temps de s'asseoir pour réfléchir dans la rédaction d'une constitution? Il y a le prof Mampouya, le prof Bochab, Essambo. Les amis, on est au Parlement des étudiants. J'ai l'impression que vous mettez du désordre. Pendant que je pose des questions, personne n'a le droit de le faire. On écoute la réflexion, on ne tombe pas dans l'émotionnel. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà les noms qu'on vous cite pour la Constitution. Bon, et moi je vais vous dire des choses qui sont vraies. Prenez l'article 214. Dans son paragraphe 2. Je prends un article bêtement comme ça. 214 dans son paragraphe 2 dit ceci. Toute cession, toute adjonction et tout échange de territoire n'est valable que si le peuple est consulté par voie de référendum. Je suppose que c'est cet article-là. Président. C'est exactement ça. Président, pourquoi je dis cela? L'histoire de cet article vient d'ailleurs. La Belgique en 1830 est une colonie hollandaise. Parce que la Belgique a été colonisée. Est une colonie hollandaise. Et lors de son indépendance, la Belgique a été coupée, scindée par
par les grandes puissances de l'époque. L'Allemagne va prendre le Luxembourg, vous connaissez les duchés de Luxembourg, et les Pays-Bas vont prendre le Limbourg. Alors, on lui donne l'indépendance, mais on lui impose un roi, le roi Léopold Ier. Et la Belgique prend l'indépendance et la Belgique s'énerve. Il dit, parce que vous nous avez coupé des territoires, souvenez-vous, nous sommes en 1830, 1839, la Révolution française de 1789 est passée, donc la Déclaration des droits de l'homme aussi est arrivée. Nous sommes dans la période des Lumières, le 16e siècle, la période où tout le monde parle. On comprend bien, on va aller en économie de temps. Vous dites que cette constitution ne le concerne pas parce que selon vous, les Congolais n'y ont jamais réfléchi. C'est des articles qui viennent d'ailleurs. Est-ce que cela justifie que vous proposiez au président de la République de rester 20 ans au pouvoir alors qu'il est en fin de son deuxième mandat? Bon, vous savez que c'est une très bonne question. J'admets. Mais ce que je peux vous dire, ce que je peux vous certifier, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à Tshisekedi dans la classe politique actuelle pour que nous mettons en place un contrat social qui nous amène à une démocratie. La démocratie ne se décrète pas, elle se construit. Alors s'il n'y a pas d'alternative au président Félix Tshisekedi, qui vont l'accompagner pendant les 20 ans? Parce que s'il n'y a pas d'alternative, ça veut dire que lui doit tout faire. Parce que c'est ça notre pays. La rue, c'est le président, les quartiers, c'est les présidents. S'il n'y a pas d'autres alternatives, ça veut dire que Tshisekedi va développer ces pays lui seul. Vous vous rendez compte de la responsabilité que vous lui donnez? Vous savez, il faut que le peuple l'accompagne. C'est ce que je suis en train de demander au peuple congolais. C'est une demande que je vous fais. Je ne vous impose rien, ce n'est pas imposé. C'est une demande que je vous fais de réfléchir autour de cette question-là. Parce que la brèche est ouverte. Tshisekedi dit, allons changer la constitution. Allons au dialogue. La brèche est ouverte. À quel moment avez-vous eu un président qui vous a ouvert la brèche? Dans ces pays, dans l'histoire de ces pays, nous n'avons jamais eu une autorité supérieure qui était aussi accessible que le président Tshisekedi. Parfait. Voilà, moi j'ai dit, si nous pouvons aller dans le changement de la constitution, il faut que vous vous impliquiez et mettre vos idées, apportez vos idées, imposons-nous à un moment donné. Parce qu'à quel moment nous allons nous imposer? Nous allons attendre jusqu'à quand pour dire qu'on s'impose, on met en place un système, on récupère les territoires et on construit les pays. Parfait, merci beaucoup. Prenez place, on va prendre les questions des honorables parlementaires. Nous allons commencer avec l'honorable Lys Mpingiabo. Ensuite, l'honorable Exaucé Bokaka se prépare. Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués collègues, chers invités, vous proposez la mise en place d'un nouveau contrat social, soutenu par un gouvernement durable, afin de développer le volet social. Monsieur Nicolas, nous disposons déjà d'un contrat social, notre Constitution. En quoi la Constitution actuelle empêche-t-elle le développement social et le déploiement des infrastructures? Si les dispositions de ces textes fondamentaux ne sont déjà pas respectées, comment pouvez-vous garantir que le prochain contrat social le sera? J'ai dit président. Merci beaucoup, honorable Lys. Monsieur Nicolas, vous préférez répondre ou on prend une deuxième question? Honorable Exaucé Bokaka. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues. Ma question part d'un constat plutôt inquiétant. Pourquoi la démocratie marche dans d'autres pays comme la France ou ailleurs, mais pas en RDC? Les problèmes et à quel niveau? Est-ce les systèmes démocratiques qui posent problème ou les acteurs politiques? Prière de rencontrer cette préoccupation. Merci beaucoup, honorable Exaucé Bokaka. Honorable Nicolas, pour répondre à ces deux préoccupations.
Alors, l'honorable Lys, hein? Oui. L'honorable Lys m'a posé la question du contrat social. Est-ce que notre constitution, en quoi empêche-t-elle le développement social? Et comment garantir que les prochains va garantir les développements? Excusez-moi de la tautologie. Alors, contrat social, notre constitution actuelle. Je prends un article au hasard, l'article 58, qui dit que toutes les richesses nationales, n'est-ce pas? Toutes les richesses nationales doivent profiter au peuple congolais, je prends ça comme ça, et l'État a le devoir de garantir la répartition équitable de ces richesses nationales. Un autre article qui dit l'État garantit les logements, en fait, c'est quoi encore? Protège, garantit les logements. C'est l'idée que l'État doit pouvoir subvenir aux besoins des logements de sa population et garantir un environnement sain. J'ai remarqué que dans la constitution congolaise actuelle, du côté des droits sociaux, ce sont souvent des déclarations. Juste des déclarations de bonne volonté, que l'État peut faire des choses. Mais il n'y a aucune modalité de la mise en œuvre de cette bonne volonté. Il n'y a pas de tribunaux pour contraindre les autorités, par exemple, à mettre en place des systèmes sociaux qui peuvent accompagner le peuple congolais. Il n'y a pas. Autre chose. En ce qui concerne la Constitution toujours, l'article 215. L'article 215 donne aux traités internationaux un pouvoir sur nos lois ordinaires, nos lois internes. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez un code minier du Congo, devant les entreprises, les grandes entreprises, vous ne pouvez pas la brandir. Enfin, vous ne pouvez pas les brandir. Le code minier ne vaut rien devant les traités internationaux. L'article 215 dit ceci, qu'une fois un traité est conclu de manière régulière, elle est supérieure à nos lois. Sans aucune réserve, aucune réserve. Même pas dire que ces traités doivent respecter l'intérêt général du peuple congolais, que ces traités ne peut pas, en aucun cas plutôt, détruire les avantages sociaux. Nous sommes dans une constitution ultra-libérale et pourtant nous n'avons aucune entreprise multinationale en réalité. Et aussi, autre chose, du point de vue économique toujours, nous avons les traités de Ouada. Ce sont des actes uniformes. Il n'y a que 17 pays au monde qui l'ont signé. Et la plupart des pays au monde qui l'ont signé, ce sont des pays d'Afrique subsaharienne. Et ces traités, au fait, s'appliquent sans passer par les parlements. Nous n'avons pas des entreprises multinationales. Nous n'avons pas de grandes entreprises pour faire compétition. Quand les grandes entreprises arrivent au Congo, ce qu'elles font, elles avalent nos petites entreprises. Et d'ailleurs, nous sommes financés grâce aux grandes institutions financières. C'est eux qui gouvernent en réalité nos politiques budgétaires et nos politiques monétaires. Nous n'avons aucune souveraineté face à ces grandes entreprises. Donc, en n'émettant pas de réserve, la Constitution 2006 détruit réellement l'économie du Congo. Je pense que sur ce point-là, vous pouvez aller lire les articles 215, les articles 38, 58, tout ce qui concerne les droits sociaux. Mais dites-moi à quel moment vous allez demander qu'on vous donne votre part des richesses nationales. Quelle est la procédure? Alors, comment pouvez-vous garantir que le prochain contrat social peut développer le pays? Ben voilà, une des raisons. Ne jamais dire que les
traités internationaux sont supérieurs à nos lois sans émettre de réserves réelles. Il faut que le pouvoir revienne au peuple. Voilà. Concernant la deuxième question, le constat inquiétant dans la démocratie, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que ce sont les hommes ou c'est les textes? Moi, je vous ai dit, la démocratie a besoin d'une population qui a atteint un certain niveau d'éducation. Tant que la population restera à terre, eh ben, nous n'aurons pas de démocratie. Il faut commencer par mettre les conditions pour que les peuples reprennent la démocratie en main. Parce que c'est le pouvoir du peuple. Tant que le peuple n'est pas dans les conditions de contrôler ses pouvoirs, ce sont les élites qui vont vous entraîner dans des marches. Ce sont des élites qui vont vous manipuler. Parce que le peuple ne comprend pas. Le peuple a besoin d'un 10 $, d'un 1000 francs pour aller dans une marche. Est-ce que ce peuple-là les réfléchit? Il est dans les conditions pour mettre en place une démocratie? C'est une question qui se pose. Vous devez vous la poser comme moi je me la pose. Voilà, Président, j'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, prenez place. On va prendre un deuxième lot de questions. On aura Mohamed Ouati. Ensuite, on aura Mustapha. Merci, honorable président, pour la parole. Je tiens à saluer la présence de notre invité, Monsieur Nicolas. Monsieur Nicolas Mbosso, vous portez le même nom que le patriarche Christophe Mbosso, le fondateur du parti dont vous assurez aujourd'hui la présidence par intérim. La question est celle de savoir, dans ce contexte, comment pouvons-nous garantir la démocratie et l'alternance au sein de partis politiques si déjà certaines responsabilités importantes sont concentrées entre les membres d'une même famille ou ici d'une même communauté? Nous avons dit, honorable président. Merci beaucoup, honorable Mohamed Ouati. Honorable Mustapha, pour son allocution. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues parlementaires, le président Nicolas, vous êtes membre de l'Union sacrée. Pensez-vous que votre proposition de 20 ans de pouvoir à Félix Tshisekedi passera? Bahati, Mbosso, Kameri et Jean-Pierre Bemba ne seront pas enterrés politiquement pour votre approche. Honorable Président, je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président Nicolas, pour rencontrer cette question. Alors, merci beaucoup pour vos questions. Bon, alors, je réponds comme ça en ce qui concerne la question sur le fait que je sois le président du parti CRRD, qui est le parti de mon père. Ça a été prouvé au monde que les grandes entreprises qui marchent le mieux, ce sont les entreprises familiales. Laissez-moi continuer. Ne vous énervez pas. C'est une question que vous m'avez posée. Je vous réponds clairement. Et je vais vous dire une chose. Si mon père ne m'a pas préparé, vous allez vous-même dire qu'il n'a pas préparé ses enfants pour prendre la relève. N'est-ce pas? C'est une question que vous allez poser. Si j'ai eu la chance d'aller étudier, de voyager et de revenir, je suis redevable envers le peuple congolais. Je ne suis pas devenu président parce que je suis le fils de mon père. Nous sommes nombreux d'être le fils de notre papa. Nous sommes plus de 20. Il y a plus de 15 garçons. Pourquoi ils m'ont choisi? Parce qu'ils ne m'ont pas mis ça là par hasard. C'est qu'il y a une procédure. Quand on mérite quelque chose, on l'obtient. Quand on ne mérite pas, on ne vous le donne pas. Et je vais vous dire une chose, mon frère. N'ayez pas honte. C'est le problème de ces pays. Vous voulez
Moi, je vais vous dire des choses, c'est vrai que je serai un peu choqué, mais réellement, qu'est-ce que nous voulons au Congo? Soyons bienveillants envers les uns les autres. La bienveillance va faire que nous allons nous aimer et nous pouvons nous protéger les uns les autres. Qu'est-ce qui est mauvais? Est-ce que si je suis compétent, de remplacer pendant un moment, intérimairement, je ne suis pas le président à vie, je suis l'intérim du président Mbosso. Parce qu'à un moment, il y avait un vide. On m'a choisi pour stabiliser et maintenir l'équilibre dans le parti. Il y avait des conflits internes. Je vous donne un peu l'historique, enfin un peu d'histoire. Il y avait des conflits internes entre des groupes qui sont arrivés au parti, qui sont des familles, pas de la famille Mbosso. Ils sont arrivés au parti et il y a eu des tensions entre les deux groupes. Le président a décidé, il dit, bon, pour taire les bruits, va stabiliser les partis, réunir les gens. J'avais déjà fait un mouvement qui s'appelait la troisième voie. Nous étions dans un groupe de la troisième voie dans le parti. Pour dire que les uns les autres, ça ne sert à rien de nous prendre la tête. Il faudrait au moins nous mettre ensemble pour pouvoir progresser ensemble. Et cette voie-là a fait que, au parti, à l'unanimité, ils ont dit, voilà, on te laisse l'intérim, fais l'intérim. Je ne suis pas le président à vie, je suis intérimaire. J'espère que M. Mohamed est content. Alors, M. Moustapha, je suis membre de l'Union sacrée. Est-ce que les autres vont laisser passer l'idée que Tshisekedi reste au pouvoir? C'est une bonne question. C'est vrai qu'il faudrait la poser à eux. Mais je vais essayer quand même de garder une certaine courtoisie, essayer de donner des idées. Je pense que pourquoi vouloir être président à tout prix? C'est quoi la nécessité d'être président? Pourquoi tout le monde veut être président de la République? Pourquoi? C'est une question que je pose. Je laisse en suspens. Alors, je dis ceci, je dis autre chose. J'ajoute ceci. Vous savez que en Europe, il y a des écoles pour être président. Le contexte de ces pays impose une carrure. Vous pouvez vendre le Congo demain matin, on vous donne la présidence, vous devenez fou, vous vendez le pays. Hein. Il y a trop d'intérêt au Congo. Et il faudrait que les Congolais soient éveillés pour ça. Il faut que les Congolais décident, à moins que nous ne soyons pas Congolais. Les Congolais doivent décider, se dire que maintenant, nous sommes Congolais, on se met devant, on y va, et on y va franco. Lumumba vous a laissé un pays, et il est mort pour nous. Qu'est-ce que nous allons en faire? Et il a dit, il a laissé un testament, qu'un jour, vous devez écrire vous-même votre histoire. Pas l'histoire qui vient de la Belgique, ni de la France, ni de Washington. Vous devez avoir le courage. Vous imaginez un peu quelqu'un qui meurt pour vous, pour que vous ayez l'indépendance, et vous ne pensez pas à lui, de la manière la plus réelle. Qui pense à Lumumba? Je peux en compter. Je sais que beaucoup de Congolais ne pensent pas réellement à la mort de Lumumba. Lumumba a laissé des enfants. Lumumba a été acidifié. Et les dents sont restées. Et la seule personne, le seul président qui s'est soucié d'aller chercher le corps de Lumumba pour l'enterrer au Congo, c'est Tshisekedi. Il fait semblant. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est un peu... Nous sommes contrôlés. Il faut savoir se comporter en tant que président. Kabila, le père, a fait 3 ans au pouvoir, on l'a tué. Kasavubu a été assassiné. Lumumba a été acidifié. Tous nos héros sont morts. Thomas Sankara a été assassiné. On tue tous les héros d'Afrique. Vous devez le savoir. Et ne pas passer à côté de ça. Nous devons regarder l'histoire de l'Afrique en face. C'est le moment pour vous et moi et nous-mêmes, parlementaires étudiants. Je vous en supplie. Pour le bien et la mémoire de nos parents, nos pères de l'indépendance. Réfléchissez profondément à ce que je vous propose aujourd'hui.
Alors, Merci, Président. Je veux faire une relance avant qu'on prenne un dernier lot de questions. Vous dites pourquoi tout le monde veut devenir président. Oui. C'est le droit à tout le monde de postuler comme président. C'est ouvert, les critères sont là. Il n'y a pas de restriction. En plus, dans l'Union sacrée, on a deux candidats présidents de la République. Jean-Pierre Mbemba, Vital Kamerhe. Est-ce que vous pensez que face à leurs ambitions, vous allez vraiment faire passer ces projets de 20 ans de pouvoir pour Félix Tshisekedi? Bon, vous savez ce qui a tué le Congo, c'est de ne pas vouloir s'asseoir et parlementer de manière la plus claire. C'est ça qui a tué, c'est ça qui continue de tuer le Congo. Souvenez-vous de la mort de Lumumba. Lumumba est mort comment? Lumumba est mort parce que il y avait un combat de coq entre Lumumba et Kasavubu. N'est-ce pas? Et ça a amené Lumumba à la mort. Mais pourquoi Lumumba s'est battu? Et Tshombe est dans l'histoire. Veuillez chuter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Mobutu et le papa Étienne? Toujours la même configuration. Des grandes personnalités d'élite qui se chamaillent pour un pouvoir. Et puis il y a une troisième personne qui n'a rien à voir avec les choses. Il vient, il s'immisce et il prend le pouvoir. Bien sûr, ils sont toujours aidés par ceux qui protègent leurs intérêts. Et vous le savez, je le sais. Vous savez de quoi je parle. Je suis sûr que les Est-ce étudiants... que ça justifie qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe puisse enterrer son ambition présidentielle, autant pour Jean-Pierre Mbemba, comme vous le souhaitez, vous pensez que ça sera facile pour eux d'avaler une telle pilule? J'ai dit ceci. C'est l'histoire qui nous enseigne. Si vous regardez à travers l'histoire, vous comprendrez qu'il est temps, il est grand temps, pour que les autres accompagnent le président Tshisekedi, même l'opposition. Même le président Fayulu doit accepter cette idée-là. Parfait. Vous savez que je vous choque, hein? Je vous choque. Je comprends que vous soyez choqués. Parce que vous devez approfondir la question. Ce n'est pas du populisme ou ce n'est pas une propagande que je suis en train de faire. C'est une réflexion sérieuse. Merci beaucoup. Merci, monsieur, Président. Monsieur le Président Nicolas. Prenez place, on va prendre deux dernières questions. On aura Pascal Kabemba et ensuite on aura Blénus et on va chuter. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues parlementaires, Monsieur Nicolas, dites-nous à quand la retraite de votre autorité morale et votre père, le patriarche Mbosso Kodjo. J'ai dit honorable Président. Merci beaucoup, honorable Pascal. Honorable Blénus. Honorable Pascal. Merci, honorable Président, pour la parole accordée. Honorable membre du bureau, sentez-vous honoré. Notre très cher invité, M. Mbosso, vous vous opposez au dialogue et aux accords. Pourtant, le Président est sur le point de convoquer un dialogue. Comment répondez-vous à cela? Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Blénus. Monsieur le Président Nicolas, pour rencontrer ces deux préoccupations. Et nous allons chuter. Alors, honorable Pascal, ne m'énervez pas. Honorable Pascal, allez voir doucement avec moi. Soyez bienveillant avec moi. Avec les patriarches Mbosso. C'est quand même votre patriarche. Bon, en fait, il faudrait comprendre que dans la politique, il n'y a pas d'âge. Ah, attendez, je viens. Vous voyez, vous bougez. Allez, Trump à quel âge? Trump à quel âge? Le président Joe Biden, avec quel âge? La culture politique doit être une culture que nous devons nourrir au Congo. Vous savez, moi j'ai vu une chose. Le combat démocratique au Congo est devenu un combat de... Ah, il n'y a pas Oumeli, non, c'est pourquoi j'ai dit la démocratie ne se décrète pas. Elle se construit. Si vous voulez être des démocrates, vous devez construire la démocratie. Nous devons construire nos schémas pour pouvoir comprendre qu'en démocratie, en politique surtout, il n'y a pas de retraite. C'est pas la fonction publique. C'est pas la fonction publique.
Ce ne sont pas les fonctions de l'État. Attention, ce n'est pas la fonction publique de l'État. La politique n'est pas une fonction publique de l'État. C'est une disposition d'âme, c'est un artiste. Un musicien ne meurt pas. La politique, c'est de l'art. Vous le savez, non, étudiants? C'est de l'art, la politique. Quand on est artiste, on ne meurt jamais. Et même après sa mort, Lumumba est toujours vivant. Pourquoi on parle de Lumumba? C'est de l'art. Donc la politique n'a pas d'âge. Cette question-là, si vous la posez, posez-la avec bienveillance et je vous répondrai. Alors, l'honorable Nice. Nice, hein? Oui. Excusez d'écorcher votre nom. Nice. C'est une très bonne question, je suis très content. Je ne m'oppose pas au dialogue. J'ai dit ceci. Si vous faites du dialogue, si vous faites des accords, revenez vers le peuple congolais et trouvez son consentement, rencontrez son consentement. Vous avez fini de faire vos accords. Revenez chez le souverain primaire avant que vos accords soient traduits en texte constitutionnel. Revenez nous voir, nous, le peuple souverain. C'est la démocratie. Ce n'est pas votre pouvoir. Le pouvoir est à qui? Au peuple. Comment vous voulez nous bafouer à cause de vos accords? À cause de vos dialogues? Vous modifiez la Constitution, vous restructurez les institutions, ce qui n'était pas. Je vais vous dire une chose. Le président Fayulu a combien de députés nationaux? Hein? Le PPRD a des députés nationaux? Pourquoi il veut aller au dialogue avec nous qu'après le dialogue, qu'on leur donne des postes? C'est quoi cette idée? C'est quoi cette idée que nous avons dans la tête? C'est pourquoi... Je ne m'énerve pas, je me calme. C'est parce que nous n'avons pas la culture. Non, c'est énervant quand je vois que nous n'arrivons pas à comprendre certains schémas que nous devons déjà intérioriser, nous, étudiants, nous, intellectuels. Vous devez comprendre que c'est vous le pouvoir. Ce n'est pas eux. Mais quand on leur laisse la place de prendre notre pouvoir, dans 10 ans, 20 ans, où seront nos enfants? Moi, c'est vrai que c'est mon père aujourd'hui qui est au-dessus, qui a fait son chemin. Mais moi aussi, je pense à moi. Mais je pense à mes enfants. S'il n'y a pas un état sérieux pour mes enfants, demain je ne serai pas là. Qu'est-ce qui va se passer pour nos générations futures? C'est à cette question-là que vous devez répondre. Donc, honorable Nice, j'ai dit ceci. Les accords, les dialogues, nous sommes d'accord, mais nous disons seulement qu'elle ne doit pas devenir le nouveau pouvoir. J'ai parlé de l'accordocratie contre la démocratie. Démocratie. Demos kratos, accord kratos. Ça veut dire demos kratos, le pouvoir du peuple, les démos, le peuple, les kratos, le pouvoir. L'accordocratie, c'est un système où le pouvoir part des accords. On prend les peuples, on met à côté. Veuillez chuter. J'ai dit ceci. Nous sommes d'accord avec les dialogues, nous sommes d'accord peut-être avec les accords, mais la seule condition que nous posons, nous le peuple congolais, il faut que la souveraineté populaire nous revienne à nous, pas autre chose. Parfait, je veux vous faire une dernière relance et on va chuter. La démocratie congolaise, c'est aussi l'enjeu électoral. Depuis l'accession à l'indépendance, premières élections, semble-t-il, avec Kasavubu à la tête du pays. Mobutu vient avec un coup d'État. Il est renversé, lui, par une prétendue révolution. Joseph Kabila accède au pouvoir par hérédité. En 2006, premières élections, même contestées. En 2011 également. En 2018, élections. En 2023, élections. Et aujourd'hui, il y a des Congolais, qui font la rébellion, qui tuent des Congolais, qui se revendiquent pour vouloir défendre un idéal démocratique, en marchant sur la Constitution, sur le peuple congolais, pour leurs intérêts politiques. Comment analysez-vous le mouvement de élection, coup d'État, élection, prétendue révolution dans les processus d'implantation de la démocratie en RDC? Alors, je vais vous dire une chose dans l'histoire qui nous renseigne déjà. Si vous avez observé l'histoire de l'Afrique, ça a toujours été
des choses, enfin des systèmes importés. On nous a toujours amené des visions qui venaient de l'extérieur pour nous imposer une façon de voir. Alors, j'appelle ça, comme Kwame Nkrumah le disait, le néocolonialisme. Nous sommes en face d'un système néocolonialisme, colonial plutôt. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Il faudrait que, vous voyez bien qu'un système que vous n'avez pas dessiné, un système dont vous ne connaissez pas les subtilités, va toujours vous dépasser. Les Occidentaux auront toujours une avance des siècles en face des Congolais ou des Africains. Nous avons commencé la démocratie en 90. En 97, il y a la première rébellion. Et qui nous impose ce système? C'est encore l'Occident qui vient nous imposer un système. Il dit aujourd'hui l'Afrique doit devenir des pays, doit être démocratisée. Nous avons accepté la démocratie, je l'ai dit au début. Nous l'avons accepté, nous avons dit ok, c'est une belle chose, nous allons devenir comme des pays d'Europe, développés et prospères. C'était encore un rêve. Cela ne s'est pas passé comme nous l'avons rêvé. Alors, j'ai dit ceci. Ce jeu d'aller-retour est juste une question du néocolonialisme qui s'est imposé à nous. Merci beaucoup. Un mot de la fin et nous allons chuter au peuple congolais. Le mot de la fin, je voudrais réellement ici dire qu'au milieu de ces naufrages démocratiques, il y a quelque chose qui est en train de naître aujourd'hui au Congo. Une prise de conscience. Une colère, mais lucide. Un sursaut. Un nouveau souffle patriotique. Particulièrement visible chez les jeunes. Nous savons qu'aujourd'hui que la démocratie ne se donne pas. Elle se prend. Nous pouvons dire qu'elle ne se décrète pas. Elle se construit. Enfin, elle ne se vote pas pendant une fois tous les 5 ans, mais elle se vit tous les jours. Nous devons vivre la démocratie tous les jours, à chaque instant. J'ai dit, Président, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Nicolas. Prenez place, ça n'est fini pour cette plénière consacrée à l'analyse de la situation politique et sécuritaire en RDC. Quel avenir pour la démocratie? Et notre invité a opiné sur la démocratie, est-ce qu'elle vaut en RDC? Quel préalable pour arriver à la démocratie? Et il propose, selon lui, qu'il faut faire un stop avec ces systèmes pour construire d'abord les bases socio-économiques, et ce dans 20 ans avec Félix Tshisekedi à la tête du pays. Puis après, on décidera s'il faut revenir au système démocratique avec tout ce que cela implique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir rencontré les préoccupations posées par les honorables étudiants. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants.